Salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je vais vous proposer une petite correction rapide du brevet de maths d'aujourd'hui, donc épreuve de maths, brevet métropole 2021. C'est parti. Exercice 1, un tableau avec des valeurs de température. Les températures moyennes mesurées à Tours en 2019. On a donc un petit tableau Excel avec sur la première ligne les températures de chaque mois, il fallait bien comprendre, J, F, M, janvier, février, mars, etc. En deuxième ligne, les températures moyennes de chaque mois. En janvier, 4,4 degrés, février, 7,8 degrés, etc. Il fallait donc savoir lire un tableau pour répondre à la toute première question. Dans le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019 ? Il suffisait de lire la case correspondant au mois de novembre et on avait la réponse à la première question. Question 1. En 2019, en novembre à Tours, il faisait en moyenne 8,2 degrés. Voilà la première question, facile. Deuxième question. Déterminer l'étendue de cette série. Une étendue, c'est la différence entre la plus grande des valeurs et la plus petite des valeurs d'une série. Alors évidemment, les plus grandes valeurs de température, en général, elles sont en juillet et août, et les plus petites en janvier et février. Alors on regarde. La plus haute des températures de ce tableau, elle est mesurée en juillet avec 22,6. Ça, c'est la plus haute température. La plus petite température, elle est mesurée en janvier avec 4,4. On fait la différence des deux. On trouve 18,2. Donc, question 2. 18,2 degrés, c'était la réponse. Question 3. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle ? La cellule N2, c'est la dernière du tableau. Sur la première ligne, on nous dit moyenne sur l'année. Et sur la deuxième ligne, donc N2, on nous demande la formule. Qu'est-ce que c'est que la formule d'une moyenne ? C'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Comment on écrit cette formule en Excel ou en LibreOffice ? On va commencer par un égal pour dire que c'est une formule. On a dit que c'était une somme, donc on écrit somme. On doit mettre l'amplitude des cellules sur lesquelles on fait la somme, la première cellule et la dernière cellule. La première cellule, elle va s'appeler B2. La dernière cellule des températures, elle va s'appeler M2. Donc ça, c'est la somme de toutes ces cellules entre B2 et M2. On doit diviser par le nombre de cellules, c'est-à-dire le nombre de mois. Et voilà la moyenne des températures sur l'année. Ensuite, on vous demandait de calculer cette température moyenne ou de vérifier qu'elle était égale à 13,1. Alors là, c'était un petit peu pénible, il fallait ajouter les 12 températures et les diviser par 12, évidemment. Et effectivement, si vous faisiez la somme de la première, 4,4 plus 7,8 plus 9,6, etc., etc., jusqu'au bout, la dernière fait 7,8. Vous divisez tout ça par 12. Et effectivement, la machine vous donne comme résultat 13,1. Il fallait bien justifier toutes vos réponses. C'est dit tout en haut de l'énoncé. Vous savez bien qu'en maths, on vous demande de justifier les réponses. Donc, il fallait bien écrire ce calcul et donner le résultat final. Dernière question dans ce premier exercice. La température moyenne annuelle à Tours en 2009, cette fois, était de 11,9 degrés. Donc, au brouillon, j'écris 2009, 11,9 degrés. J'écris toujours les valeurs importantes sur mon brouillon. En 2019, on sait que cette température moyenne était de 13,1. Autrement dit, on va vous demander de combien elle a augmenté, forcément. Et on vous demande le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l'unité, est-il de, et on vous donne trois possibilités, 7%, 10%, 13%.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une augmentation? C'est la différence entre la valeur à laquelle on est arrivé à la fin quand on a augmenté et la valeur de départ qui était plus basse. C'est une soustraction. Autrement dit, si je fais 13,1 moins 11,9, je trouve une augmentation de 1,2 degré. 13,1 moins 1,9. J'ai donc augmenté de 1,2 degré. Ça, c'est mon augmentation. On demande à ce que l'on l'exprime sous forme de pourcentage. Pourcentage de la température de départ. Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage de la température de départ? Je fais 1,2 divisé par la température de départ, multiplié par 100, et j'obtiens à peu près 10,08. C'est un pourcentage, donc il n'y a pas d'unité. Autrement dit, parmi les 7, 10 ou 13, le plus proche c'était 10. Il fallait donc entourer la réponse, enfin entourer, noter sur votre copie que l'augmentation était de 10% et justifier en donnant la valeur de l'augmentation avec ce pourcentage. Exercice 1, terminé. Exercice 2, une balade au futuroscope. Alors je vous passe les détails. On dit qu'en 2019, donc je note sur mon brouillon, on a enregistré 1,9 million de visiteurs. 1,9 million en 2019. Première question, il fallait savoir faire une soustraction. Combien aurait-il fallu de visiteurs en 2 plus pour atteindre les 2 millions? Vous voyez qu'on n'est pas loin de 2 millions. Combien il manque pour atteindre les 2 millions? Eh bien, on peut faire une soustraction. 2 millions moins 1 900 000, ça fait 100 000. On pouvait aussi le faire dans l'autre sens. 1 900 000 plus combien pour faire 2 millions? Dans tous les cas, c'est assez facile. On avait donc la réponse, il manque 100 000 visiteurs en 2019 pour atteindre les 2 millions. Donc je vous laisse faire une phrase avec ça. Toujours une petite phrase résultat. Et c'est facile. Deuxième question, on vous fait une affirmation. À vous de dire si elle est vraie ou fausse. L'affirmation c'est « Il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 ». Est-ce que c'est vrai? Alors, on va le vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire, le nombre de visiteurs par jour? Moi, on me donne le nombre approximatif de visiteurs par an. On sait combien il y a de jours dans un an. Autrement dit, si on divise 1,9 million par 365 jours, on doit trouver le nombre de jours, le nombre de visiteurs par jour. Et en faisant ce calcul, on trouve environ 5205. En fait, on trouve exactement 5205,4. C'est une moyenne, évidemment. On a donc bien environ 5200 visiteurs par jour. Donc la réponse est oui, c'est vrai. Troisième question. Un professeur organise une sortie pédagogique. Donc il emmène ses élèves de 3e au futuroscope. Il se trouve que dans ses élèves de 3e, il a 126 garçons, 90 filles. Je note cette information. « 126 garçons, 90 filles. » Il souhaite que, donc ça c'est chaque groupe qui va emmener. Chaque groupe, il voudrait qu'elle comporte le même nombre de filles et de garçons. Alors pour ça, on vous aide, on vous donne 3 petites questions. Premièrement, petit a, décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 90. Il y a 3 mots importants là. Produit de facteurs premiers. Un produit, c'est une multiplication. Donc je dois écrire sous la forme un nombre fois un nombre fois un autre nombre, etc. Les facteurs, ce sont les nombres en question. Mais par contre, ce sont les facteurs premiers. Petit rappel, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par personne, à part lui-même et 1. Autrement dit, les nombres évidents. Tout nombre est divisible par 1 et par lui-même. Ces nombres premiers ne sont pas divisibles par d'autres nombres. On nous demande d'exprimer 126 et 90 sous la forme d'une multiplication de nombres premiers. Alors 126. Par quoi on peut le diviser? Parce que c'est ça le jeu en fait. C'est de le diviser par des nombres
et d'écrire ces nombres les plus petits possibles. On peut dire ça comme ça. Déjà, 126, il est divisible par 2, c'est un nombre pair. Donc on peut commencer à écrire ça. Alors 126 divisé par 2. 120 divisé par 2, ça ferait 60. 126 divisé par 2, ça fera 63. Donc on a une première étape où on a bien divisé 126 en 2 fois 63. Est-ce que 63 est un nombre pair premier? Est-ce qu'il peut se diviser ou pas? 63, ceux qui connaissent la règle des critères de divisibilité, peuvent voir que 6 plus 3, ça fait 9. Donc 63 est divisible par 3. 63, si on regarde un petit peu, c'est proche de 60. 60 divisé par 3, ça fait 20. Si j'ajoute encore une fois 3, je tombe sur 63. Donc 63, c'est 3 fois 21. Donc ça, je peux l'écrire 2 fois 3 fois 21. Et là, on commence à tomber sur des nombres qu'on rencontre régulièrement dans nos tables. 21, c'est 3 fois 7. Et bien voilà, c'est fait. 2 fois 3 fois 3 fois 7. Est-ce que je peux trouver des nombres encore plus petits que ça? Non. Je ne peux pas diviser 2, 3 ou 7 par d'autres nombres. 2, 3 et 7 sont bien des nombres premiers. J'ai bien un produit de facteurs de nombres premiers, de facteurs premiers. Je peux l'écrire d'une autre manière. 3 fois 3, ça fait 3 au carré. 2 fois 3 au carré. Fois 7. Voilà la décomposition en nombres premiers de 126. Alors je vais l'écrire au-dessus. 2 fois 3 au carré fois 7. De la même manière, on va procéder avec 90. 90, c'est assez facile de voir que c'est 9 fois 10. 9, c'est pas un nombre premier, il est divisible par 3. Donc je le divise, c'est 3 au carré. 10, c'est pas un nombre premier, c'est 2 fois 5. Si j'écris tous ces nombres-là dans l'ordre, je vais les écrire ici. 90, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. 2, 3 et 5 sont des nombres premiers, je ne peux pas les rediviser plus que ça. Autrement dit, j'ai bien écrit 90 sous forme d'un produit de facteurs premiers. Petit a, c'est fait. Petit b. Trouver tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Les nombres qui divisent 126, ils sont là. Les nombres qui divisent 90, ils sont là. Et toutes les combinaisons possibles avec ces nombres. Par exemple, 2 fois 3, ça divise bien 90. 2 fois 5 aussi. 3 au carré aussi. 3 fois 5 aussi, etc., etc. On cherche tous les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. Est-ce que 5 divise 126? Ben non, parce qu'il n'y a pas de 5 là-dedans. Est-ce que 7 divise 90? Non, parce qu'il n'y a pas de 7 là-dedans. Donc, les nombres qui vont diviser à la fois 126 et 90, on doit les trouver ici. Dans ce que ces deux nombres ont en commun. Ces deux nombres sont tous les deux divisibles par toutes les combinaisons possibles de 2 fois 3 fois 3. Alors, il y en a un qu'on va oublier, donc il faut qu'on le dise tout de suite. 90 et 126 sont tous les deux divisibles par 1. Donc voilà la liste, je la commence. 90 et 126 sont divisibles par 1. Ils sont tous les deux divisibles par 2. Essayez de ne pas les oublier, donc je vais les faire dans l'ordre. Ils sont tous les deux divisibles par 3. Ma liste s'agrandit. Maintenant, j'ai pris tous les nombres simples là. Je peux prendre 2 fois 3. Dans les deux cas, 2 fois 3, ça fonctionne. 2 fois 3, ça fait 6. Je peux prendre 3 fois 3. 3 au carré. Dans les deux cas, 3 au carré divise bien 90 et 126. Ça fait 9. Et maintenant, je vais prendre l'ensemble des facteurs 2 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 18. On vous demandait une liste. Voilà la liste de tous les entiers qui divisent 90 et qui divisent 126. 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Il n'y en a pas d'autres. Parce qu'on les verrait ici, s'il y en avait d'autres. Le plus gros possible, c'est 2 fois 3 fois 3. Et le plus petit, c'est 1. Qu'on aurait pu écrire aussi si on voulait. En général, quand on vous demande les nombres premiers, on ne dit pas 1, parce que c'est une évidence, tous les nombres sont divisés par 1.
mais il faut quand même ne pas l'oublier. Alors on finit avec la question C. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Je rappelle que là, on a tous les nombres qui divisent nos deux groupes, le groupe de garçons et le groupe de filles. Quel est le nombre le plus grand qui divise les deux? C'est 18. Donc en divisant ces groupes de filles et de garçons par 18, c'est là que j'aurai le plus grand nombre de groupes. Autrement dit, ma réponse, c'est 18. Allez, on passe à la suite maintenant d'exercice 2. Quatrième question. On change complètement de sujet. On fait un petit peu de géométrie. Deux élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Mesurer la hauteur d'un bâtiment inaccessible grâce à son ombre. Adrien va donc se promener de telle manière qu'il va mesurer des distances. Et Marie, elle va se placer à un certain endroit où l'ombre du bâtiment qu'il va le mesurer coïncide, c'est-à-dire exactement au même endroit, que l'ombre de Marie. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. L'histoire d'un mathématicien qui se serait promené en Égypte, à un endroit où il y a des trucs pointus, et dont, à l'époque, on lui avait demandé de mesurer la hauteur de ces trucs pointus. On est exactement dans le même cas. On a le bâtiment qui s'appelle la gyrotour, futuroscope. Cette gyrotour a une ombre. Marie va se placer exactement pour faire en sorte que son ombre arrive exactement au même endroit que l'ombre de la gyrotour. Et Adrien va mesurer toutes les distances possibles. Il va mesurer celle-ci, il va trouver 2 mètres. Ensuite, il va aller de Marie jusqu'au pied de la tour. Il va trouver 54,25 mètres. Et il connaît, on va demander à Marie sa hauteur, elle mesure 1,60 m. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. Ça devrait vous rappeler un certain Thalès et son théorème. Maintenant, mettons des lettres là-dessus. On a A, E, B, D et C. On cherche évidemment la hauteur de la tour, que je vais appeler X. Qu'est-ce que nous dit Pythagore? Il va nous dire que le rapport de ces deux distances sur ces deux distances est égal, à condition qu'on soit dans la configuration de Pythagore. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Vous avez deux petits indices. On a un carré, un carré. Autrement dit, prenons les choses dans l'ordre. On doit être dans la configuration de Pythagore. Il faut donc que ces deux droites-là soient parallèles. Or, on peut dire BC et ED sont perpendiculaires à la droite AC. Elles sont donc parallèles entre elles. On a donc bien une configuration de Thalès. Je crois que j'ai dit Pythagore tout à l'heure. Évidemment Thalès. On a bien une configuration de Thalès où deux droites parallèles coupent deux droites séquentes. Comme je le dis tout le temps à mes élèves, un brevet où il n'y a pas Thalès, il n'y a pas Pythagore, c'est pas un vrai brevet de maths. Alors écrivons ça maintenant. Je vais garder x au numérateur, je préfère, donc je vais écrire BC sur ED, c'est-à-dire x sur ED, qui est égal à AC, c'est-à-dire 54,25 plus 2, 56,25 sur AD. Et ED fait 1,6. J'ai plus qu'à multiplier tout ça par 1,6. On a donc x qui est égal à 56,25 fois 1,6 sur 2. Et à ma calculatrice, je vais demander de faire le travail. Et ma calculatrice va me dire que ce calcul fait exactement 45. On n'oubliera pas de faire une phrase réponse en disant que la hauteur de la gyrotour est donc de 45 mètres. N'oublions pas les unités. Ben voilà, on a eu notre Thalès. Allez, on attaque maintenant l'exercice 3 qui était sous forme de QCM.
il fallait répondre pour chaque question, réponse A, B ou C, sans justifier. Vous aviez une partie en probabilité et l'autre partie en géométrie. Commençons par la partie A sur les probabilités. On avait donc une urne qui contenait des jetons de couleur 7 verts, 4 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. On avait donc au total 4 et 3, 7 et 7, 14 et 2, 16 jetons. Décomposés de cette manière. 7 verts, 4 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. Première question. À quel événement correspond une probabilité de 7 sur 16 ? Et bien, quelle couleur on a 7 chances de tirer sur 16 ? La couleur verte. Réponse proposée. Réponse C. Obtenir un jeton vert. Autrement dit, on peut le dire autrement. Probabilité d'obtenir un jeton vert, 7 sur 16. Donc, 1. Réponse C. Question 2. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il faut se rappeler que, dans ce cas-là, la probabilité de ne pas tirer quelque chose, c'est 1 moins la probabilité de tous les autres événements. Regardons quels sont les jetons qui ne sont pas bleus. On demande la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu. Il y a 3 jetons bleus. Sur 16, ça veut dire qu'il y a 13 jetons qui ne sont pas bleus. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu ? C'est donc 13 sur 16. C'est la réponse A. Allez, on attaque la partie B de la partie QCM. Donc là, on était sur une figure très jolie, avec des symétries un petit peu partout. Alors, on a 2 informations. Donc, toutes ces figures qui sont numérotées de 1 à 20 sont visiblement des pentagones, puisqu'elles sont des figures à 5 côtés, qui ont l'air régulières. On a un angle qui est donné ici, qui vaut 36 degrés, et on nous dit que le motif 11 est l'image du motif 1, qui est juste en dessous, par une homothétie de centre O et de rapport 2. Autrement dit, toutes ces distances sont mesurées par 2 pour passer de la 1 à la 11. On nous pose 3 questions. Première question. Quelle est l'image du motif 20, qui est ici, par la symétrie d'axe, la droite D ? On a une droite ici. Symétrie axiale, effet miroir. Le motif 17 correspond au motif 20 par symétrie axiale selon la droite D. Motif 17, réponse A. Donc question 3, réponse A. Je vous rappelle qu'on n'avait pas besoin de justifier. Donc si vous voyez ça sur votre feuille, la réponse est immédiate. Question 4. Par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1 ? Alors, si on regarde bien la figure, pour passer du motif 1 au 2, on a une rotation de 36 degrés. Et on a encore la même rotation pour passer du 2 au 3. Autrement dit, on a une rotation de 2 fois 36 degrés. 36 et 36, 72. Qu'est-ce qu'on nous propose dans les réponses ? Une rotation de centre O et d'angle 36, une rotation d'angle 72 et une rotation d'angle 90. Elles sont toutes de centre O. Donc j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très sympas. Plutôt sympas, je veux dire. Il n'y avait pas de piège. Rotation de centre O et d'angle 72. Donc pour la question 4, réponse B. Dernière question de ce QCM. L'aire du motif 11 est-elle égale au double de l'aire du motif 1, à 4 fois l'aire du motif 1 ou à la moitié de l'aire du motif 1 ? On peut quand même tout de suite éliminer la moitié. On voit bien que quand on passe du motif 1 au motif 11, on augmente largement l'aire, donc on n'est pas à la moitié de l'aire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 2 toutes les dimensions d'une figure ? Qu'est-ce qui se passe pour sa surface, son aire ? Rappel sur un carré par exemple. Si je passe de ce carré-là, par exemple, qui fait 2 cm de côté, que je multiplie tous ces côtés par 2, le nouveau côté, le nouveau carré, va faire 4 par 4. Vous êtes d'accord ?
Maintenant, regardons la surface. 2 fois 2, ça faisait 4 cm². 4 fois 4, ça fera 16. On a donc multiplié l'aire par elle-même, on l'a mise au carré. Donc, quand on multiplie toutes les dimensions d'une figure par 2, on multiplie sa surface par 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Autrement dit, c'était la réponse B. Pour la question 5, on multiplie l'aire du motif 11 par 4. Autrement dit, l'aire est égale à 4 fois l'aire du motif 1. Voilà, donc sur cette partie B, les réponses étaient A, B et B. Alors la suite. Page 6. Un petit peu de scratch. Je le dis tous les ans à mes élèves. Vous avez régulièrement, quasiment tout le temps, du scratch au brevet de maths. Vous en avez aussi en techno. Cette année, il n'y avait pas la techno, mais il y avait quand même du scratch. Alors, on a un petit programme de calcul. Choisir un nombre. Prendre le carré de ce nombre. Ajouter le triple de ce nombre. Soustraire 10 au résultat. On nous pose quelques questions. Premièrement, vérifier que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18 comme résultat. Eh bien, on va le faire ce programme. Choisissons 4 comme nombre de départ. On prend le carré 4. On ajoute le triple du nombre de départ. On ajoute le triple du nombre de départ. Or, on a pris 4 comme nombre de départ. Et on soustrait 10. Voilà ce que fait ce petit programme. Vérifions que si on a choisi 4, on obtient 18. 4 au carré, 16. 3 fois 4, 12. 16 et 12, 28. 28 moins 10 égale 18. Il suffisait d'écrire ça comme justification pour la question 1 et c'était fait. Donc ça, c'était la question 1. Question 2. Appliquer ce programme de calcul au nombre moins 3. Autrement dit, on va faire ce calcul cette fois avec moins 3. Alors, il y avait un petit piège. J'ai malheureusement vu quelques élèves pendant la surveillance du brevet ce matin, cet après-midi, qui ont oublié cette parenthèse. Malheureux. Si vous faites ça, c'est pas le moins 3 qui est mis au carré, c'est 3. Et vous allez mettre simplement un moins devant, ce qui va changer complètement la valeur. Il ne fallait pas oublier de mettre moins 3 au carré. Ensuite, on faisait 3 fois moins 3 et on enlève 10. Qu'est-ce que ça va nous donner? Moins 3 au carré, c'est comme plus 3 au carré, ça fait 9. Ceux qui avaient oublié les parenthèses trouvaient moins 9. Évidemment, ça change tout. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Ces deux-là ne servent à rien. Il reste donc moins 10. Réponse à la question 2, moins 10. Ensuite, on nous propose un script fait avec Scratch. Donc un programme Scratch. Qui doit faire ce que fait ce programme? Vous aviez une feuille annexe pour répondre. Alors, qu'est-ce que fait ce programme? Quand le drapeau vert est cliqué, on demande « Choisis un nombre ». On attend que l'opérateur tape un nombre. On met X à la réponse, c'est-à-dire que X va devenir le nombre choisi par l'opérateur, le nombre de départ. Mettre Y à X fois X. Donc Y, il va devenir X carré. Donc le nombre de départ au carré. C'est bien ce que nous dit le programme au début. Ensuite, mettre Z à Y plus quelque chose. On nous dit d'ajouter le triple du nombre de départ. Donc c'est 3 fois X, puisque X c'est notre nombre de départ. Donc Z c'est Y plus 3 fois X. Et enfin, on nous demande le résultat. Le résultat, ce sera Z moins 10, puisque dans ce programme, on nous demande de soustraire 10 au résultat. Donc on va mettre résultat à
z moins 10. Donc voilà les réponses demandées dans l'exercice 4, question 3. Ici, on avait x fois 3, ou 3 fois x, peu importe. Et ici, on avait z moins 10. Voilà les deux réponses valables dans le questionnaire Scratch. Allez, on continue l'exercice 4. Question 4. On veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. On va nous aider avec 4 petites questions. Petit a. Donc là, je rappelle qu'on est exercice 4. Question 4. Et on est au petit a. On appelle x le nombre de départ. C'est très original. Exprimé en fonction de x, le résultat final. Je reprends mon programme de départ. On me dit de prendre le carré du nombre de départ, donc le carré de x. On me dit d'ajouter le triple du nombre de départ, donc j'ajoute le triple de x. Et on me dit de soustraire 10. J'enlève 10. Voilà ma formule mathématique qui permet de calculer les nombres avec ce petit programme. Ça, c'était le petit a. Maintenant qu'on a la formule, petit b, on nous demande de vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme x plus 5 facteur de x moins 2. Autrement dit, on vous demande de vérifier si on peut factoriser cette expression sous cette forme. On ne vous demande pas de le faire, on vous donne le résultat. Vous devez vérifier. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on vérifie? On fait le calcul à l'envers. On part du résultat et on voit si ça retombe bien sur la base de départ. Donc nous, on va juste avoir une double distribution à faire. Alors, c'est quoi la distributivité? Il faut suivre les flèches. Le x va être multiplié par x et par moins 2. Le plus 5 qui suit va être multiplié par x et lui aussi par moins 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? X fois x, x au carré, x fois moins 2, ou moins x fois 2. Ça fait moins 2x. Le x a été distribué. Maintenant, passons au 5. Le 5, on le distribue sur x. 5 fois x, avec des plus de chaque côté, ça fait plus 5x. Et 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Je rassemble les termes qui peuvent s'assembler. J'ai qu'un seul terme du second degré, un seul terme en x carré. Je le laisse tout seul, en premier. Ensuite, des termes du premier degré, j'en ai deux. J'ai moins 2x et plus 5x. Si j'enlève 2x et je rajoute 5x, il me reste 3x. Et à la fin, le moins 10 qui reste tout seul. X carré plus 3x moins 10, c'est bien ce que j'obtiens ici. Autrement dit, on vient de vérifier que x carré plus 3x moins 10 pouvait s'écrire sous la forme factorisée x plus 5 facteur de x moins 2. Et pourquoi on veut ça? Parce qu'on cherche à savoir pour quelle valeur de x cette formule vaut 0. Alors ça, vous ne savez pas le faire. Si je vous demande de résoudre ça égale 0, vous ne savez pas faire. Par contre, normalement, si on vous demande de résoudre ça égale 0, vous savez faire. D'où l'intérêt d'avoir factorisé, c'est pour ça qu'on vous emmène sur ce terrain. Maintenant qu'on a factorisé, petit c, je vous rappelle qu'on veut déterminer le nombre à choisir pour obtenir 0 comme résultat. Autrement dit, on cherche à résoudre cette équation. Égale 0. Et là, on se rappelle toujours de cette formule. On a un produit, on a donc deux facteurs. Un produit ne peut être nul que si l'un des facteurs est nul. Autrement dit, j'ai deux hypothèses possibles. Soit x plus 5 égale 0, ou, on a deux hypothèses possibles, x moins 2 égale 0. Ça nous donne donc deux équations très simples à résoudre. Ici, si x vaut moins 5, j'ai bien moins 5 plus 5 qui vaut 0. Donc une des possibilités, c'est x vaille moins 5. Et l'autre possibilité, x moins 2 vaut 0, ça veut dire que x vaut 2. N'oubliez pas d'encadrer vos résultats.
de faire une phrase réponse. Les nombres x égale moins 5 ou x égale 2 permettent d'obtenir 0 comme résultat à l'arrivée. Voilà, ça c'était l'exercice 4. Allez, c'est parti pour l'exercice 5, dernier exercice de ce brevet. On parle de déchets. La production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Comme d'habitude, j'écris les nombres clés dans mon énoncé. J'ai donc en 2007 5,2 tonnes par habitant. Entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5%. Donc elle a fait diminution de 6,5%. On pourrait dire qu'elle a fait moins 6,5%, mais ce n'est pas une manière très rigoureuse de le dire. Première question. De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à l'année 2007 ? On vous demande un nombre de tonnes de diminution. Attention, apparemment beaucoup ont mis comme résultat le nombre de tonnes que chaque Français produisait en déchets en 2017. C'était pas ça la question. La question c'était de dire la diminution par rapport à ce nombre de tonnes de 2007. Alors comment on fait ça ? Eh bien on fait tout simplement 6,5 multiplié par le nombre de tonnes en 2007 divisé par 100. Et ça nous donnait 0,338. N'oubliez pas qu'on est en tonnes. Faire une petite phrase. La production annuelle de déchets par Français a diminué de 0,338 tonnes. Ou, on peut vous le dire aussi, c'est plus simple d'exprimer comme ça. Ça montre en plus que vous maîtrisez les conversions de tonnes en kilos. La production annuelle de déchets par Français a diminué de 338 kilos. Question 2. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur. Très bonne idée. Autrement dit, on a fini avec les calculs sur les déchets. On va donc faire maintenant de la géométrie. Donc cette famille a choisi le modèle de composteur ci-dessous, qui est un prisme sur un pavé droit. Désolé pour le dessin, mais vous l'avez mieux sur votre sujet. Et là, il y a la fenêtre par laquelle on verse les déchets. Alors, on nous donne tout un tas de dimensions. 1,1 m pour la hauteur, 67 cm pour la profondeur. Attention, quand on en aura besoin, de tout mettre en centimètres, évidemment. 70 cm pour la largeur de face. Ici, on a une profondeur de 39 cm pour la partie rectangulaire du dessus. Et on vous donnait à côté les dimensions de cette partie. Avec un grand côté de 67 cm. Ici, 53. Ici, 39. Ils auraient pu ne pas le donner, puisque si on lisait bien le graphique, on l'avait ici. Et ici, on a une hauteur qu'on ne connaît pas. Ensuite, on a toutes les lettres que je vous laisse reprendre sur la figure. Et ici, on a donc ce qu'on appelle un trapèze, qui s'appelle A, B, C, D. Avec la lettre H ici, le point H. Calculez la hauteur, la longueur CH. Autrement dit, on vous demande cette longueur. Alors, il suffisait de voir qu'ici, on avait des angles droits un peu partout, donc un rectangle. On avait donc 39 ici et ici, puisqu'on avait un parallélogramme, pardon.
On a la longueur totale BC, on a BH, il suffisait de faire une soustraction, CH est égal à BC moins BH est égal à 67 moins 39 est égal, où est-ce que j'en étais, est égal à 28, pardon. Ok? Alors, 28 plus 39, ça nous fait bien 67. N'oublions pas de mettre les unités, les centimètres. Petit b. Montrer que la longueur DH est égale à 45. Alors, la longueur DH, elle est ici. Ici, on a un angle droit. Et cette longueur, on la connaît maintenant. Elle fait 28. Tiens donc. Qu'est-ce que vous dit cette figure? Oublions tout le reste. Si je vous l'entoure, si j'entoure la scène du crime, on a un triangle qui a tout l'air d'être un rectangle, dans lequel on a ce grand côté qu'on appelle une hypoténuse, et dans lequel on a un petit côté. Ça vous rappelle quelque chose? Triangle, rectangle, hypoténuse. Et évidemment, cette fois, on y est sur Pythagore. Alors, allons-y pour Pythagore. Qu'est-ce que va nous dire Pythagore? Donc évidemment, il va falloir faire une phrase justifiant que nous sommes dans la configuration de Pythagore. On doit donc dire que le triangle CDH est rectangle en H, puisque DH c'est une hauteur, et qu'on peut donc appliquer le théorème de Pythagore, qui va nous dire que CD au carré est égal à CH au carré plus DH au carré. CD, ça vaut 53. On a donc 53 au carré qui est égal à 28 au carré plus DH au carré. Je vais isoler DH, enfin DH au carré pour l'instant. DH au carré est donc égal à la différence entre 53 au carré et 28 au carré. Ça, on a l'habitude de ce genre de calcul. DH est donc égal à la racine carrée de ceci. Alors, je reprends mes valeurs. On a donc tout ça à l'aide de la calculatrice. DH qui est égal à la racine carrée de 2025. Et au miracle, ça tombe juste. C'est exactement égal à 45. Autrement dit, ici, on a 45 cm. Voilà pour les distances qui nous manquaient. Maintenant, on va vérifier l'aire du trapèze ABCD et on nous donne sa valeur. Ils sont plutôt sympas. On va la calculer. Alors, j'efface tous mes calculs. Et j'ai reporté sur ma figure toutes les nouvelles mesures. Et on vous donne aussi les formules. L'aire d'un trapèze, c'est petit côté plus grand côté. Et cette somme est multipliée par la hauteur qu'on vient de calculer. Et ensuite, elle est divisée par 2. Alors, l'aire du trapèze, donc l'aire de ABCD, est égale à une somme multipliée par une hauteur et divisée par 2. Cette somme, c'est 39 plus 67. Elle est multipliée par la hauteur qu'on vient de calculer à la question B, 45. Et elle est divisée par 2. Alors, je reprends mes calculs. On a donc 106 fois 45 sur 2. Je ne vais pas faire trop de calculs à ma calculatrice. 106 divisé par 2, ça fait 53. On a donc 53 fois 45. Et ma calculatrice me donnait 2385. N'oublions pas l'unité. On calcule une aire, une surface, avec des dimensions qui sont en centimètres. On a donc des centimètres carrés.
Alors on attaque la dernière question de ce brevet. On doit calculer le volume total du composteur et on nous demande si on est proche de 0,5 m3. Le volume total du composteur est composé de deux volumes plus simples, le volume du pavé en bas et le volume du prisme droit en haut. Le volume du prisme droit en haut nous a fait travailler sur la surface latérale ici, qui était donc le trapèze. Et le volume d'un pavé droit, dont on connaît toutes les dimensions, sera facile. Alors, dimension, il nous restait à calculer la hauteur du pavé. On nous donnait la hauteur totale du composteur. Et nous, on a calculé la hauteur du prisme. Autrement dit, ici, il suffisait de faire la différence pour avoir la hauteur du pavé. Le volume du pavé est donc égal à la multiplication, le produit des trois dimensions, longueur, largeur fois hauteur. Ça fera donc 65 fois 67 fois 70. Et d'après mes calculs, vous me dites si je me trompe, j'ai trouvé 304 850. On est en centimètres cubes, puisque toutes mes dimensions sont en centimètres. Le volume du prisme. On vous redonnait la formule sur l'énoncé. Ça va être l'aire de la base du prisme multiplié par sa hauteur. Autrement dit, l'aire, on l'a calculé la question précédente, 2385 fois la hauteur de ce prisme. Il faut voir le prisme penché sur le côté pour voir sa hauteur. C'était peut-être pas évident pour tout le monde ça. Et d'après mes calculs, on trouve 166 950. On est toujours en centimètres cubes. On fait donc la somme des deux volumes. Et je trouve, donc volume total est égal à 417 800 centimètres cubes. Si je transforme ces centimètres cubes en décimètres cubes, je vais avoir 417,8 décimètres cubes. On aurait pu dire aussi 417,8 litres, puisqu'on peut parler aussi en litres. Et donc en mètres cubes, on a environ égal 0,442, on pourrait dire. 417, je peux arrondir à 42. 0,42 mètres cubes. Alors, est-ce que ça, c'est proche de 0,5 mètres cubes? On peut dire raisonnablement oui. Donc, on pouvait finir avec une phrase qui disait que le volume total du composteur est d'environ 0,42 mètres cubes, ce qui est proche de 0,5 mètres cubes. Et on avait fini en beauté ce brevet de maths 2021. Voilà, si vous avez des questions, vous me contactez dans les commentaires, et puis j'essaierai de vous répondre au fil de l'eau. Merci, à bientôt, bonne soirée et bon courage pour demain.